effectivement, comme le disait Sylviane, nous allons partir vers le Japon et donc ça fait partie d'un projet plus vaste qui est sur les activités commerciales des missionnaires dans l'espace de la mer de Chine. Et c'est également toute une réflexion sur les empires ibériques, la construction des empires ibériques dans ces territoires qui sont en réalité à la marge de ces mêmes empires. Voilà, pour replacer un peu le cadre de réflexion. Alors, je commencerai par une citation de celui qui est alors bien connu des historiens de la mission japonaise, puisque c'est le principal chroniqueur, donc le jésuite Louis Freuch, qui affirme dans son histoire du Japon, comme les Portugais appartiennent à la même nation que nous, les Tono, c'est-à-dire les seigneurs japonais, sont persuadés qu'ils suivent la volonté et les ordres des pairs pour aborder dans un de leurs ports plutôt que dans un autre. Alors cette citation souligne les liens tout à fait étroits qui existent entre marchands et missionnaires et qui sont perçus comme une caractéristique par les puissances locales de la présence lusitanienne au Japon. Alors, pour essayer de replacer un peu les choses dans leur contexte, bon, je pense que Sylviane maintenant est au point sur la mission du Japon, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, la mission du Japon, elle a débuté en 1549 avec l'arrivée du jésuite François Xavier. Et dès le départ, la mission a été indissociable de l'essor du commerce ibérique en mer de Chine, et particulièrement du commerce à partir de Macao. On va pas mal parler aussi de Macao pendant ces quelques minutes, où les Portugais, on va dire, s'installent vraiment à partir de 1557. Et les liens entre marchands et missionnaires portugais vont se consolider au cours des années et vont culminer en quelque sorte en 1580, à partir du moment où Nagasaki va devenir le port principal, on va le voir, de ce qu'on appelle le Nao do Trato, c'est-à-dire le navire qui effectue la liaison entre Macao et Nagasaki. On y reviendra, le navire en fait part évidemment de Goa, qui est la capitale de l'empire portugais d'Asie, jusqu'à Canton, mais la portion, on va dire, du voyage qui nous intéresse, c'est surtout celle entre Macao et Nagasaki. Alors, évidemment que le développement, on va dire, du commerce et de la mission portugaise va susciter la convoitise des autres Européens et particulièrement des rivaux espagnols qui sont installés aux Philippines. Et donc, il va y avoir une concurrence qui va se développer à partir dans ces mêmes années 1580 avec l'installation des franciscains espagnols en 1584, ce qui va susciter voilà, tout un discours aussi sur la concurrence entre empires ibériques dans la zone à partir de cette date. Donc le but ici, c'est de poser, on va dire, des jalons de réflexion sur la construction et la définition de ce qu'est l'Estado da Índia, c'est-à-dire l'empire portugais. Peut-être même que la notion d'empire est à relativiser assez fortement dans le cas du Portugal, et notamment en Extrême-Orient. Donc le but, c'est aussi de réfléchir au rôle des missionnaires dans ce processus de construction et de définition de ce que c'est que l'empire, et notamment au discours qu'ils ont produit sur cet empire. Et ce que l'on va observer, c'est que dans le cas du Japon, une des caractéristiques, c'est que la construction de l'empire portugais d'Asie se fait justement par le développement des liens avec les marchands. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de synergie, d'interdépendance, on va le voir, entre marchands et missionnaires, qui va permettre de construire et de stabiliser ensuite la présence portugaise au Japon et on pourrait même dire plus largement dans la mer de Chine. Alors, les jésuites, pourquoi sont-ils essentiels à la construction et au développement de l'empire portugais d'Asie? Alors, quelques jalons, on va dire,
chronologique. Les jésuites ne sont pas les premiers en fait à se rendre au Japon. Les tout premiers, ce sont des marchands qui arrivent en 1543 un petit peu par hasard. Ça ne fait pas partie des plans, en fait, il n'y a pas de plan de colonisation, on va y venir, et même pas de découverte des confins extrêmes orientaux. C'est tout à fait par hasard qu'ils abordent sur les côtes japonaises. Et l'objectif des Portugais, ça a toujours été des objectifs commerciaux et non pas des objectifs coloniaux. Hein. Dans cette zone, j'ai envie de dire, même en Inde, c'est quand même assez limité, on va dire, la présence lusitanienne. Donc là, comment est-ce qu'au départ, on pourrait définir cette présence qui n'est pas continue, hein. Les marchands, ils viennent une fois par an peut-être, hein, au Japon uniquement quand ils viennent, c'est même pas tous les ans. C'est vraiment ce que j'ai appelé une sorte d'agrégat d'initiative individuelle. Il n'y a absolument pas de plan de la part notamment du vice-roi des Indes à Goa et encore moins de Lisbonne. Donc, ce qui fait que voilà, c'est dans la foulée, on va dire, de cette découverte du Japon par les marchands en 1543 que les jésuites s'installent. Et en fait, la mission jésuite, à partir de 1549, va constituer la seule présence portugaise pérenne au Japon. Et ce qui est intéressant, c'est que qui va proposer le développement de liens commerciaux, en fait, entre Portugais et Japonais, ce sont les jésuites. Et notamment le premier d'entre eux, celui qu'on a évoqué, François Xavier, qui va définir qui va proposer plutôt l'installation d'un comptoir au Japon pour faire le commerce du poivre au départ. Donc, alors, donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est cette construction d'interdépendance entre marchands et missionnaires. Donc dans la foulée, on va dire, de ce projet d'installation d'un comptoir pour le commerce du poivre, va être créé, donc c'est dans le prolongement d'une initiative missionnaire, le poste de ce qu'on appelle le capitaine majeur du Japon en 1550. Donc le capitaine majeur, en fait, c'est un noble, hein, en général, qui achète une licence. Ce n'est pas quelqu'un qui est nommé, hein, par le roi, mais il faut acheter cette licence qui va donner l'autorisation d'effectuer un voyage entre l'Inde au départ et le Japon. Donc c'est pas une caractéristique, hein, du Japon parce que vous avez le même type de contrat par exemple pour le Mozambique. La particularité du contrat du Japon, c'est que c'est le plus lucratif parmi tous ces contrats, d'où on se bat pour acheter la fameuse licence. Alors tout le problème ensuite, une fois qu'on a lancé, on va dire, les projets commerciaux, c'est le choix du port où accoster au Japon. Alors pourquoi? Il y a évidemment des enjeux, on va dire, maritimes, hein, pour que le port soit praticable, mais les jésuites ont également dans l'idée que cela doit servir les intérêts de la mission. C'est-à-dire que les concessions que font les seigneurs japonais pour donner l'autorisation aux navires d'accoster, mais c'est aussi des concessions financières et fiscales, elles ne sont accordées, ces concessions, que si, les jésuites, on va dire plutôt, ne choisissent les ports que s'ils ont l'assurance que le seigneur va autoriser l'ouverture d'une mission. Et donc, qu'est-ce que vont décider les jésuites? Ils vont décider de mettre en place un plan très précis qu'ils négocient cette fois directement avec le vice-roi de Goa et qui dresse en fait la liste des ports à visiter en exclusivité par les marchands portugais. Et c'est donc dans la foulée de ce plan que la titulature du capitaine-major en fait va changer. Au départ, le capitaine-major, on a dit, il est juste capitaine-major du Japon. À partir de 1556, il devient capitaine-major de la Chine et du Japon. Alors pourquoi ce changement de titulature? C'est que les jésuites se sont aperçus que le poivre, c'est pas vraiment ce qui intéresse en fait les Japonais. Ce qui les intéresse, c'est la soie, justement, qui est achetée en Chine lors des foires de Canton qui ont lieu 2 fois par an. Et donc, le voyage, en fait, le contrat va se transformer et ne va plus vraiment concerner que la partie, hein, qu'on a vue tout à l'heure entre Canton, Macao derrière et Nagasaki. Et on va dire ce plan des jésuites, on l'a évoqué tout à l'heure, va culminer donc en 1580 avec cette fois la cession de la ville de Nagasaki aux jésuites par le daimyo, le seigneur, qui s'appelle Omura Sumitada. Donc à partir de 1580, les Portugais vont uniquement aborder dans ce port de Nagasaki, qui a été choisi, hein, par les Portugais. Pourtant, il est
enfin, il n'est pas très pratique. Moi, je trouve qu'il n'est pas très pratique, mais enfin, c'est une baie, hein, Nagasaki, qui était, alors c'était pratique, on va dire, parce que c'était bien abrité. Par contre, le problème, c'est que pour sortir le navire, en fait, il y avait besoin de petites barques pour le traîner jusqu'à la sortie de la baie et qu'il puisse aller ensuite en haute mer. Alors, l'avantage, c'est qu'il y avait de fortes concessions fiscales, et l'autre on va dire, grosse concession du seigneur, c'était que la ville passait sous la juridiction des jésuites. La souveraineté reste celle du seigneur, mais la juridiction est complètement confiée à partir de ce moment-là aux jésuites. Donc le réseau, on va dire, maritime se stabilise, commercial, hein, se stabilise à partir de ces années 1580. Alors, le réseau se stabilise, mais ce qui est intéressant, c'est que les jésuites vont continuer de jouer un rôle commercial extrêmement important dans les négociations entre marchands japonais et marchands portugais. Leur rôle ne cesse pas après avoir défini, on va dire, en quelque sorte, la route commerciale. Alors, comment expliquer ce rôle, si vous voulez, des jésuites? Plusieurs éléments. Premier élément, c'est qu'à partir de 1604, le shogun, hein, celui qui est à la tête du Japon, qui s'appelle Tokugawa Ieyasu, instaure ce qu'on appelle le système de la pankada, qui est en fait la formation, la constitution d'une guilde de marchands des principales villes du Japon, qui achètent en gros la soie qui est apportée par les Portugais. Donc la soie n'est pas vendue au détail, mais elle est vendue en gros, et c'est après eux qui se la répartissent et se la distribuent. Donc autrement dit, il faut mener des opérations de négociation des prix. Évidemment, bon, alors ça dure une semaine, 2 semaines, on a des descriptions. Et on va revenir, les jésuites, évidemment, jouent un rôle important dans cette entreprise de négociation des prix. Autre élément commercial qui va relier portugais et japonais et auquel participent également les jésuites, c'est par le biais de ce qu'on appelle la respondencia, qui est un système en fait de prêt maritime utilisé en Asie. Ce n'est pas propre là non plus au Japon, et qui est utilisé entre surtout Macao en fait et Nagasaki. Alors, je vous disais, les jésuites jouent un rôle essentiel, notamment donc, parce qu'ils participent aux négociations en tant qu'interprètes entre marchands japonais et marchands portugais. Et une des figures les plus célèbres de la mission, il s'appelle Jean Rodrigues, qui était, son surnom c'était justement l'interprète, qui était chargé de toutes les opérations commerciales entre les deux parties, mais également parce que les jésuites investissent eux-mêmes d'une part dans le commerce de la soie. Donc ils sont évidemment intéressés au prix de vente, donc évidemment à la négociation des prix, et ils sont eux-mêmes, ils disposent en fait aussi de bons de respondencia. On a la signature des responsables jésuites, donc ils investissent en fait dans des prêts maritimes. Alors pourquoi? C'est essentiellement pour financer la mission, puisqu'ils ont assez peu en fait de subsides qui parviennent depuis l'Europe et depuis l'Inde. En tout cas, c'est ce qu'ils avancent comme explication, une des explications pour justifier ces différents investissements. Donc ça explique que en fait, les jésuites aient une influence sociale, aussi politique importante à Nagasaki, mais également aussi à Macao, puisque le contrat qui est passé par la Compagnie de Jésus implique aussi la base portugaise, on va dire, de Macao. En fait, lorsqu'ils négocient la petite part de soie qu'ils investissent chaque année, ils le négocient avec le Sénat, en réalité, de Macao. Alors, évidemment que cet investissement, on va dire, des jésuites dans des activités commerciales suscite légèrement des grincements de dents, à la fois à l'intérieur de la compagnie, on va le voir après avec leurs rivaux portugais, mais également des condamnations de la part du pouvoir royal. Alors, ce qui est intéressant, c'est, alors je ne vais pas vous refaire tout le détail, mais c'est d'observer qu'il y a régulièrement en fait, des revirements de la part du pouvoir royal sur l'acceptation, l'autorisation
ou non de ces pratiques commerciales. Donc Philippe III, par exemple, condamne en 1608 puis en 1610 ces investissements avant de revenir sur la question. Alors ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à pourquoi vous avez ces revirements successifs. Je vous ai mis Philippe III, mais Philippe II, hein, le prédécesseur, c'était exactement la même chose. Alors souvent, on dit, bon, c'est la distance, au final, les jésuites, ils font un peu ce qu'ils veulent, et puis ils ne suivent pas tellement les recommandations. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. À mon avis, il est probable que les marchands portugais, par la voix du vice-roi des Indes, ont exprimé leur crainte d'une baisse du commerce de la soie à la suite de cette décision royale. Il est vrai que le roi ne condamne pas le commerce du navire de Macao, mais uniquement la participation, on va dire, des jésuites. Mais il est quasiment certain, en fait, que les profits du navire de Macao auraient baissé si les jésuites n'avaient pas participé aux négociations. En fait, tout repose sur place, au niveau local, sur l'application des jésuites. Donc, à partir du moment où ils ne sont plus investis et puis ils n'ont plus la carotte de savoir combien ils vont récolter dans l'opération, ils se seraient bien certainement en partie désintéressés de l'affaire. Et puis, autre élément, c'est que le commerce de Macao, il est, on va le voir, souvent présenté comme un commerce privé, mais c'est en réalité un commerce qui génère des profits non négligeables pour la couronne, notamment par exemple en frais de droits de mouillage à Macao, en frais de douane, des produits qui sont réinjectés aussi par le circuit vers Malacca et puis plus tard vers Goa et Lisbonne. Il faut envisager le commerce global, il y a évidemment des taxes qui sont prélevées. Et donc il y a une estimation qui a été faite que dans les années 1580, le commerce de Macao génère entre 50 000 et 80 000 tels, ce qui est une somme tout à fait considérable pour la couronne. Donc autrement dit, en fait, une bonne partie de l'économie de l'Empire portugais en Asie repose uniquement sur le commerce de Macao, sachant qu'une partie de cet argent sert aussi à financer les fortifications locales, et comme par exemple les fortifications de Macao. On va être au début du XVIIe siècle, à une époque où il y a la montée des concurrences européennes, les Hollandais qui arrivent dans la zone, qui vont bombarder Macao, plus tard Malacca. Comment est-ce que Malacca est financé? C'est grâce en partie au commerce de Macao et aussi à la vente des fameuses licences de capitaine-major. Donc si ça ne rapporte plus rien, le commerce de Macao, plus personne ne va acheter et ça va générer des problèmes, on va dire, en cascade pour le maintien de l'Empire. Donc, c'est évidemment que le commerce va susciter du coup des discours sur la forme que doit prendre l'Empire, surtout au tournant du XVIIe siècle, de la part des missionnaires, donc évidemment des jésuites qui défendent une certaine conception de l'Empire face à leurs rivaux franciscains des Philippines. Alors, un des porte-voix, il y en aurait plusieurs, notamment du côté jésuite, c'est l'évêque qui est jésuite aussi, ils ont bien choisi, l'évêque du Japon qui s'appelle Luis Cerqueira, qui va produire tout un discours en fait de défense de l'Empire portugais. Alors, quel est le discours si vous voulez, de Cerqueira? En fait, ce qu'il constate, c'est que dans ces années, à partir des années 1580, on l'a évoqué, se développe de plus en plus le commerce entre les Philippines et le Japon. Et donc, ce que dit l'évêque, c'est qu'évidemment, ce développement du commerce, d'une part, il est contraire aux accords politiques qui ont été passés entre la couronne d'Espagne et la couronne du Portugal. Je vous rappelle que depuis 1580, les deux couronnes, il y a l'union des deux couronnes, mais il a été négocié une séparation des empires. Les affaires du Portugal restent gérées par le Conseil du Portugal et les affaires de l'Empire espagnol sont gérées par le Conseil des Indes. Ça, c'est la théorie. La pratique est évidemment beaucoup plus compliquée. Et donc, ce qu'explique Cerqueira, c'est que ce développement du commerce entre Manille et Nagasaki a pour conséquence la diminution du commerce entre Macao, de l'autre côté forcément, et Nagasaki, puisque les Espagnols apportent également de la soie. Donc, ça fait chuter les prix. Et donc, ce que dit la crainte, on va dire, qui est exprimée par l'évêque, c'est qu'à terme, cela porte préjudice, on va dire, au maintien global de la présence portugaise en Extrême-Orient.
Alors, il y a une position en fait qui est très ambiguë, là aussi, des souverains espagnols sur la question. Il y a toujours évidemment l'expression du maintien de la séparation, mais en réalité, ce que l'on observe, c'est que précisément dès Philippe II, en fait, les revenus, une bonne partie des revenus de l'Empire portugais sont affectés à la défense de l'Empire espagnol. Il y a notamment l'Armada de 1588, c'est le commerce, les produits du commerce du poivre qui ont financé en partie l'invincible, enfin l'invincible, très peu invincible au final, mais enfin l'Armada, on va dire, de 1588. Et la pratique, en fait, voilà, de brouiller les finances aussi entre les deux empires va s'accentuer particulièrement sous Philippe III avec le duc de Lerma qui va là aussi généraliser cette politique. Et puis sur place, de toute façon, on observe aussi qu'il y a une multiplication des liens en fait commerciaux entre Macao et Manille, notamment parce qu'il y a un certain nombre de produits, par exemple le salpêtre, qu'on ne trouve pas à Manille. Manille, c'est quand même loin de la base de Nouvelle-Espagne. C'est beaucoup plus près de demander les produits nécessaires à Macao. Donc le discours, voilà, il exprime un point de vue, on va dire, qui est assez répandu dans l'Empire portugais, mais qui n'a pas forcément de réalité concrète sur le terrain. Donc il y a vraiment une cohésion qui est très fragile des élites portugaises sur la défense du propre empire en Extrême-Orient. Alors, à l'opposé de ce discours portugais, il y a la solution franciscaine, qui est notamment défendue par deux personnages qui s'appellent Montilla et Zamora, dans la fin des années 1590 et début du XVIIe siècle, qui propose ce que j'ai appelé la solution de l'empire intégré. C'est-à-dire que, constatant, on va dire, que la façon dont l'empire était géré, lorsqu'on disait voilà, chaque royaume conserve ses affaires, ses finances, c'était ce qu'on a appelé la monarchie composite, constatant que le modèle de la monarchie composite est à leur sens dépassé, ils proposent donc ce que j'ai appelé la solution de l'empire intégré. C'est-à-dire pourquoi ne pas gérer l'empire d'un seul tenant de manière globale, notamment au niveau commercial et au niveau, si vous voulez, des finances. Alors ce discours qui est développé par les franciscains, je vous la fais courte, le discours, il est clairement dans la lignée du discours de ceux qu'on a appelés les arbitristes, qui sont en fait des personnalités. Alors très diverses, ces arbitristes, ça peut être des administrateurs, ça peut être des gens tout à fait lambda qui ont une idée géniale, qui comptent développer et écrire au roi pour proposer. En général, on pointe un problème et on propose une solution plus ou moins géniale, faut le dire, qui est adressée ensuite cette solution au roi, à ses conseils, à ses juntes. Et en général, on essaie de demander un poste aussi en même temps, puisqu'on a proposé une solution qui est tout à fait géniale. Donc c'est dans cette idée de réforme, on va dire, de l'Empire que s'inscrivent les solutions qui sont proposées par les franciscains. Alors ce discours, là aussi, il reçoit une réception qui est tout à fait mitigée, aussi bien du côté espagnol que, évidemment, du côté portugais. Alors expliquons très rapidement. Ce projet d'empire intégré, il sera porté quelques années plus tard, en 1624, par exemple, par le comte-duc Olivares, qui va proposer le projet qu'on a appelé d'union des armes, donc une même armée entre le Portugal et l'Espagne. Alors les Portugais, évidemment, farouchement attachés à leur indépendance, vont assez mal le vivre. C'est exactement, on observe la même chose, on va dire, du côté de l'Empire. Mais c'est également, du côté espagnol, pourquoi il y a des réticences à ce projet d'empire intégré. La réticence vient essentiellement du côté de la Nouvelle-Espagne et du côté de la métropole. C'est-à-dire qu'il y a la crainte que le développement aussi du commerce entre le Japon et les Philippines, notamment du commerce de la soie, qui après ensuite est quand même rapporté en partie vers la Nouvelle-Espagne et de l'autre côté vers l'Espagne, ne fasse diminuer, on va dire, la production de la métropole en tissu de luxe. Donc ça explique qu'il y a un frein assez puissant qui est mis aussi côté espagnol à ces projets franciscains.
Donc pour conclure rapidement, les missionnaires occupent une place qui est tout à fait essentielle dans la construction de l'Empire portugais. Et je pense que ça a été assez peu développé dans l'historiographie qui a été consacrée aux missions. C'est qu'on les voit souvent comme des agents religieux, mais non pas comme des agents aussi politiques et des agents aussi tout à fait économiques, commerciaux, on va dire, dans la zone. Or, comme on l'a vu, les missionnaires sont tout à fait indispensables au développement des réseaux économiques lusitaniens en mer de Chine. Donc il y a vraiment une pluralité des fonctions des missionnaires qu'il faut absolument souligner. Et je terminerai en disant que ce mélange des genres, quand on regarde au premier abord des personnes qui exercent des fonctions religieuses, économiques, ce n'est absolument pas propre à la mission du Japon. Donc il faut arrêter de les voir comme une exception, puisqu'on le retrouve tout à fait au Brésil. En Angola, c'est exactement la même chose. Mais la particularité, je dirais, du Japon, c'est les efforts constants qui sont déployés par la Compagnie de Jésus pour faire du Japon un espace qui est pleinement intégré à l'Empire, alors même qu'il n'est pas colonisé, on va dire, par les Ibériques. Voilà. Je vous remercie.